Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, construire un nouveau PEA en 2026. Alors, on se rapproche de la fin de l'année. Donc, je voudrais vous parler dans cette vidéo donc d'un projet que j'ai pour 2026. C'est, de construire un nouveau PEA. Alors, vous savez que le PEA est associé à un individu, dans un foyer. On peut avoir 2 PEA si, par exemple, vous êtes marié. Vous pouvez ouvrir un PEA pour monsieur, également pour madame. Alors c'est ce qui a été fait en 2021, pour madame, entre guillemets, pour prendre date. Donc on va le voir, le PEA est très pour l'instant est en phase de construction. L'idée aussi, de gérer ce projet, c'est de donner également un peu d'oxygène, on va dire, sur les vidéos, mensuelles que je fais sur le suivi de mon PEA. Il touche aujourd'hui, quasiment, 200 000 €. Alors ce qui peut paraître, pour beaucoup, d'entre vous, un montant important et une difficulté de se projeter, sur tout ce que je fais au sein de ce PEA, notamment sur, les lignes, les montants des lignes et cetera qui peuvent paraître, un peu disproportionnés par rapport à un montant moyen de PEA. Chez les Français qui se situent autour des, 40 000 - 50 000 €. C'est déjà un bon PEA. Donc, on va le voir dans cette vidéo. Je vais détailler un petit peu le projet et puis la manière dont, ce sera intéressant, je pense pour ceux qui démarrent la bourse ou qui souhaitent, redémarrer quelque part une nouvelle aventure. Je pense que ce sera, assez intéressant, de suivre ce nouveau PEA en 2026. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, quand on regarde mon PEA, j'ai versé donc je l'ai ouvert en 2012. Alors le PEA a végété, globalement entre 2012 et 2020, l'ère, du covid. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas eu beaucoup de transactions en fait, hein, sur, on va dire ces 8 premières années. Et j'ai commencé à faire vivre le PEA à partir du moment où j'ai créé la chaîne. Alors, j'ai versé à ce jour 149 000 €. Très certainement en décembre, donc je vais verser les 1 000 € complémentaires qui me permettront d'atteindre le seuil des 150 000 € qui est le seuil aujourd'hui maximum de versement. Alors peut-être qu'il va être révisé à la hausse dans le futur, bon ça on verra bien. Mais toujours est-il que j'ai atteint, le maximum. Je ferai une vidéo aussi dédiée, spécifiquement, à cet événement parce qu'il y a un impact quand même. C'est qu'une fois que vous avez versé 150 000 € dans votre PEA, vous travaillez entre guillemets un peu en vase clos. C'est-à-dire que comme vous ne pouvez plus remettre de l'argent sur le PEA, ça veut dire aussi qu'en termes de gestion, notamment des liquidités, c'est important, d'avoir une gestion de liquidité pour saisir les opportunités, notamment, s'il y a un crack très important. On comprend bien, hein, si on est investi à 100 dans le PEA et qu'il y a un crack, on va être un petit peu, comme les vaches dans le pré, on va regarder les trains passer. Donc, 43 046 €, c'est pas l'objectif de la vidéo, ça c'est la plus-value latente. Et puis j'ai reçu en 2025, 4 000 € de dividendes pour, 150 000 € d'investis, c'est à peu près, un peu moins de 3 de rendement. L'objectif, dans la création de ce PEA, c'était pas, d'avoir du rendement ou du moins pour l'instant, c'est plutôt de constituer un portefeuille solide qui va traverser, le temps et qui sera capable, justement d'augmenter, cette partie dividende dans le temps, en bénéficiant à la fois de la hausse, des cours moyens des composantes de ce PEA, mais surtout la hausse assez importante des dividendes dans le temps. Donc ça, c'est un pari que je fais sur les 5-10 prochaines années, c'est de faire, grossir de manière très importante cette partie ici dividendes, puisque je vais consommer, heu, 50 des dividendes en vitesse de croisière, peut-être un peu plus au début si j'ai besoin d'avoir des revenus un peu plus importants, sachant que l'autre partie des dividendes sera réinvestie automatiquement, soit dans l'action qui a produit les dividendes pour avoir l'effet boule de neige, soit dans d'autres actifs, qui, présentent des caractéristiques plus importantes au moment où je toucherai les dividendes. Alors si, on regarde le PEA actuel, donc ça c'est un peu la structure du PEA. Je vais, catégoriser en 3 parties. La première partie, c'est ce que je vais appeler les must have, c'est-à-dire en gros la sélection d'actions que je pense conserver, entre guillemets, pour toujours dans le PEA. Donc on va retrouver, le top 5 du PEA, TotalEnergies, Air Liquide, Legrand, Vinci et Silor. On va retrouver d'autres actions comme Airbus, qui a bien monté,
plus de 60 par rapport à mon PRU et qui est pour moi dans une zone, trop chère. Mais, logiquement, en fait, tout ce qui est encadré en vert devrait, arriver juste en dessous, d'Essilor, du 1er bloc. Ensuite, on a Hermès et GTT. Alors surtout Hermès, c'est une décision qui a été prise relativement, récemment. J'ai comparé à la fois les fondamentaux, le business model, la stratégie et pour moi, donc l'action qui se dégage, c'est Hermès qui est vraiment le super luxe. Donc je pense que ça va traverser le temps, même s'il peut y avoir effectivement de la volatilité. Et puis, néanmoins, LVMH qui reste quand même intéressant pour sa diversification, sachant que sur la partie ultra luxe, LVMH a quand même sacrifié, on va dire, une partie de l'ultra luxe, notamment sur la réalisation de produits qui pour moi n'ont rien à voir avec le luxe. GTT, c'est une société également qui m'intéresse, puisqu'elle est dans toute la partie énergie, mais plutôt sur la partie transport, hein, puisqu'elle équipe les chambres des bateaux qui transportent notamment le gaz, le GNL. Pour moi, le GNL, c'est l'énergie dite de transition sur les 15-20 prochaines années. Donc il y aura un essor forcément de ce type d'industrie, et GTT est tout à fait bien positionné avec un mode qui est tout à fait important. Néanmoins, si on voit apparaître par exemple une concurrence type asiatique, chinoise, le business model et le mode peut être quand même remis en cause sur la partie GTT. Donc je pense que GTT, ça reste pour moi un must-have qui figurera très certainement dans le top 10 de mes actions, mais pas forcément dans le top 5. Et puis tout en bas, c'est un choix qui a été fait de manière très très récente, c'est Euronext. Alors pour l'instant, j'ai une toute petite position, c'est moins de 1%, une seule action, 124 euros par rapport à un portefeuille qui fait quasiment 200 000 euros. J'ai un objectif très clair sur Euronext, de la faire passer donc de la dernière position de mon PEA à une position, on va dire, dans le top 10. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les mois, les trimestres et les années à venir. Donc c'est un titre à surveiller au niveau notamment de ce PEA. Pour les autres actions, on va voir donc des compléments qui arrivent notamment sur des stratégies dividendes avec deux actions que j'ai représentées ici qui sont Sanofi et Pernod Ricard. Alors moi j'ai plutôt un penchant pour les grosses capitalisations et une diversification au niveau géographique, au niveau mondial, qui permet notamment lorsqu'un marché se porte mal de pouvoir compenser par d'autres marchés, des sociétés également de taille capitalistique importante qui leur permet effectivement, en cas de difficulté passagère, de pouvoir avoir suffisamment de trésorerie et d'assises financières pour pouvoir traverser les difficultés dans le temps. Alors, pourquoi elles ne sont pas dans les must-have, comme par exemple Total Energy, qui est une action à dividende? Eh bien, tout simplement, c'est que Sanofi et Pernod Ricard sont pour moi également des actions dans lesquelles il faut investir sur le long terme, mais avec une approche opportuniste, à savoir acheter sur des cycles bas et ensuite savoir revendre lorsque l'action est entre guillemets trop chère. Alors c'est quoi une action trop chère? J'ai plusieurs critères. Le premier critère, c'est par exemple les droites de régression. Lorsqu'on est au-delà de un écart type par rapport à la droite de régression, c'est qu'on est techniquement et statistiquement sur une zone qui peut être considéré pas forcément de surachat, mais en gros de surexposition, on va dire. Et lorsqu'on est inférieur à moins 1 sigma, c'est le cas de Pernod Ricard, on est au contraire sur des zones d'opportunité. Alors dans le dernier sondage que j'avais fait, notamment Téléperformance et Pernod Ricard, qui sont en très forte moins-value sur mon portefeuille, la tendance qui se dégage en termes de renforcement, ce serait plutôt de donner une priorité sur Pernod Ricard par rapport à Téléperformance. Alors, même si j'ai un biais effectivement sur Pernod Ricard qui n'est pas un biais positif sur, on va dire l'avenir de l'alcool, des consommations d'alcool dans le temps, un peu comme les consommations de tabac. Néanmoins, la réalité des chiffres, eh bien, c'est que la consommation mondiale d'alcool ne cesse d'augmenter dans le temps. Donc, Pernod Ricard devrait bénéficier logiquement d'un retour à de meilleures grâces dans les trimestres et dans les années à venir. Donc, avec un cours qui est très bas actuellement par rapport à sa droite de régression, il y a matière à réfléchir, notamment au renforcement de cette ligne.
Alors j'ai écarté également des sociétés comme Ruby qui distribuent, un très gros dividende, mais qui offrent, un niveau de risque qui à mes yeux sont, trop importants et puis ça arrive un peu en doublon, même s'ils ont pas tout à fait la même activité, avec une entreprise comme Total. Donc j'ai plutôt privilégié, on va dire, la concentration de mon portefeuille dans Total Energy, avec bien sûr sur Ruby une stratégie qui est également, opportuniste, puisque un Ruby à 26 €, je rentrerai et renforcerai le cours de l'action. Un Ruby autour des 40 €, ce sera pour moi la signification de la sortie de la ligne. Et puis après, on va retrouver d'autres actions comme Ferrari ou L'Oréal, ce sont des sociétés qui sont solides. Alors Ferrari, j'ai pas encore un avis très tranché sur cette action. Elle est très concentrée, on va dire, sur un produit qui sont bien sûr et une usine de fabrication des produits. Donc Ferrari conçoit et donc développe des produits. Donc on est un petit peu comme Hermès dans l'ultra-luxe. Bon, elle marque un peu le pas depuis ces dernières semaines. Voilà, moi aujourd'hui, je suis pas encore, tout à fait, convaincu de garder Ferrari, sur le très long terme comme une action must have. Je me laisse encore le temps de la réflexion. Pour L'Oréal, puisque j'ai plutôt opté sur une stratégie, on va dire Hermès et LVMH, L'Oréal, sera amené à un petit peu comme, Pernod Ricard ou Sanofi, à être dans le portefeuille de manière opportuniste. Donc essayer d'alléger lorsqu'on va être entre 1 et 2 sigma et renforcer si on va au contraire sur, moins 1 sigma. Interparfums, connaît actuellement des difficultés, c'est néanmoins pour moi, je pense, une action qui est sur un marché et un business model qui est facilement compréhensible. Après reste à Interparfums de continuer à signer, de beaux contrats de partenariat avec des marques qui ont le vent en poupe, puisque la partie parfumerie, on va dire, c'est quelque chose qui permet, de la consommation de masse avec un niveau de marge qui reste très élevé. Ensuite, on peut parler de Française des Jeux. Alors la Française des Jeux, je suis rentré de manière opportuniste. On est à -20, elle distribue un très bon dividende. La société n'a pas vocation à rester dans le portefeuille de manière très prolongée, un peu comme Dassault Systèmes ou Edenred. Alors maintenant sur ce deuxième PEA, donc que j'ai ouvert, enfin, qu'on a ouvert, donc on verra juste après, en 2021, donc je vais appliquer une stratégie qui est bien sûr de donner une priorité aux actions must have. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans le top 5 de ce portefeuille qui est tout petit, hein, 7 000 €. On est en plus-value de 1 200 €. Donc sur les 6 lignes, il y a 5 lignes qui sont des must-have et une ligne que j'avais pris lorsqu'on a ouvert le PEA qui était de l'ETF SP500 qui est, comme vous pouvez voir, en très forte plus-value de 60%. Donc à partir du mois de janvier, c'est un portefeuille dans lequel je vais verser au minimum 1 000 € par mois et puis on fera le suivi de ce portefeuille pour voir, ben, quelle stratégie je vais appliquer dans la croissance de ce portefeuille. 7 000 €, on peut aller jusqu'à donc ici à 1 200 € de plus-value, donc ça fait à peu près 6 000 € qui ont été versés. Donc on a une grosse marge de progression avant d'atteindre les 150 000 € de versement maximum. Alors, c'est un PEA qui a été ouvert au mois de décembre 2021, donc on est en 2025, ça fait 4 ans. Je l'ai très peu fait vivre, ce PEA. Globalement, j'ai pris des positions relativement tôt à l'ouverture, j'ai pas trop modifié mes positions. Donc, on a investi 5 550 € pour 1 450 € de plus-value, soit à peu près 30%, un petit peu moins. Donc ce qui est tout à fait correct en termes de performance. Donc on va suivre la performance de ce PEA à partir de janvier 2026. Alors maintenant, quelle est la stratégie sur ce PEA? Donc c'est une stratégie OSAM, OSAM. J'ai fait une vidéo, donc si vous allez sur la playlist tutoriel, j'ai fait donc une vidéo qui explique ce que c'est OSAM. O, c'est objectif, S, stratégie, action, plan d'action et M, c'est mesurer en fait, la performance du portefeuille. Alors en termes d'action, donc il y aura des actions de qualité qu'on va appeler must have, c'est déjà le cas. Donc il y aura un renforcement sur support identifié. Ensuite, il y aura un choix d'action en mode recovery. Alors typiquement, par exemple, une action comme Ricard pourrait tout à fait rentrer dans le portefeuille avec les critères suivants de bons fondamentaux. Alors là, on va utiliser l'analyse fondamentale et également la fonction compare. Alors l'analyse fondamentale, elle va être donnée notamment par l'utilisation d'outils
comme Stock Analysis. Donc, par exemple, si je vais prendre l'action Ricard, voilà, je vais tout simplement regarder notamment toute la partie financière. Donc on va regarder l'évolution du revenu. On va regarder alors des indicateurs, bien sûr, qui m'intéressent. Ce sont des indicateurs comme les bénéfices par action. Donc on voit ici qu'il y a quand même une légère augmentation du bénéfice par action, mais c'est pas forcément flagrant. On voit qu'il y a quand même des disparités, des fortes fluctuations. Donc ce sont des données à exploiter. On va regarder également la manière dont la société récompense ses actionnaires. On va regarder tout ce qui est marge opérationnelle, la profitabilité, bon, enfin bref, tout ce qui fait les fondamentaux d'une entreprise. On va regarder également donc la balance sheet pour savoir également le cash flow qui est généré et également le niveau d'endettement. On va regarder bien sûr les différents cash flows en détail. Les éléments que je suis également quand je fais l'analyse fondamentale, ce sont les ratios. Alors, le price earning ratio ou le forward P, par exemple. On va également regarder des ratios comme la valeur d'entreprise par rapport aux ventes, par rapport à l'EBITDA, etc. On va regarder également le niveau d'endettement, est-ce qu'il est soutenable ou pas. Et puis des indicateurs de performance économique comme le return on equity, le return on asset ou le return on invested capital. Et puis derrière, si ce sont des actions à dividendes, les projections à la fois du dividende et s'il y a également des programmes de rachat d'actions pour calculer enfin le shareholder return, c'est-à-dire le retour vers l'actionnaire. La deuxième application que je vais également utiliser pour ceci, c'est la partie comparaison des fondamentaux, ce qui permettra par exemple de comparer plusieurs entreprises, par exemple soit des entreprises dans le même domaine, soit des entreprises dans des domaines différents. Par exemple ici, je vais comparer Ricard et Téléperformance, et puis regarder de manière synthétique, alors, soit de manière graphique, soit également de manière synthétique des ratios des indicateurs clés. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire de manière régulière avant de rentrer sur une action. L'analyse donc des fondamentaux, c'est très important. Le deuxième point, c'est éventuellement un changement de momentum. Alors là, et puis la recherche de signaux positifs. Là, j'ai développé pas mal d'applications qui permettent de le faire. Alors, dans l'application Momentum, donc je vais revenir effectivement sur mon action Ricard. Alors, si je veux en rajouter une deuxième, je vais rajouter par exemple Téléperformance. Et puis, je vais regarder en fait le momentum de ces actions. Donc on peut voir par exemple que pour les deux actions, le momentum est un score très faible, c'est un score de 0 à 100. On voit que l'ensemble des moyennes mobiles sont négatives, qu'elles soient courte durée ou longue durée. On a un RSI qui est en zone relativement neutre. On a un MACD donc, qui évalue les forces. Les composantes des forces acheteuses et vendeuses qui est en négatif, donc on a plutôt des tendances encore à la baisse. Et puis les cours sont situés sous les moyennes mobiles 20 jours, 50 jours et 200 jours, avec potentiellement des signaux en termes de volume un peu plus importants. Alors, lorsque tout est négatif, les volumes indiquent peut-être que la fin de la purge n'est peut-être pas encore arrivée. Complémentaire à cet outil de momentum, on va regarder par exemple le Freeline Break Analysis qui permet notamment de mesurer un retournement de tendance. Donc, par exemple, je vais prendre l'action Ricard en faisant un Freeline Analysis sur Weekly et Monthly. Donc, je vais voir par exemple ici que on voit ici des enchaînements entre des blocs verts et des blocs rouges. Alors, par exemple, lorsqu'on a un premier bloc vert, la probabilité d'avoir un deuxième bloc vert, c'est 80%, avec une progression moyenne de 2,4%. Donc stratégie hebdo-weekly, par exemple, n'a pas beaucoup de sens pour Ricard, peut-être un peu plus pour Téléperformance. Et on voit ici que depuis le premier bloc rouge, nous avons que des blocs rouges. Donc sur la partie mensuelle, par contre, on voit que sur les 10 derniers blocs verts, ils ont été suivis de 9 fois d'un deuxième bloc vert, donc une probabilité de 90%. Et avant de rencontrer un nouveau bloc rouge, on a eu 20% de croissance. Donc une bonne stratégie donc basée sur les three line break au niveau mensuel pour Ricard, ce serait par exemple d'attendre un premier bloc vert et de rentrer ici sur Ricard. Ça peut être une stratégie que je peux appliquer dans le cadre du PEA, du deuxième PEA, si je souhaite rentrer sur Ricard.
Et enfin, le troisième point qu'on peut également utiliser, c'est si vous cherchez un signal au travers des moyennes mobiles. Donc ici, on va rentrer par exemple ri.pa. Si vous observez un croisement de moyenne mobile, par exemple, vous voyez qu'il y a un croisement d'une moyenne mobile 20 et 50, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va faire un achat, par exemple, sur un croisement de moyenne mobile 20 à 50 jours, c'est arrivé 74 fois, on a eu un taux de réussite de 45,95% pour un rendement moyen, pardon, un gain moyen de 9,4% et une perte moyenne de 5,74. Donc si vous faites le ratio entre les gains et les pertes, vous avez quasiment un ratio de 2 pour un chiffre qui est proche de 50%. Donc ça peut être une stratégie dès lors qu'on aura un croisement de la moyenne mobile de Ricard entre 20 jours et 50 jours. Statistiquement, il n'est pas incohérent de prendre une position sur Ricard jusqu'au prochain croisement, éventuellement à la baisse, la moyenne mobile 20-50 jours pour sortir du trade, ce qui permettra d'avoir un gain moyen de l'ordre de 9%. Alors toujours pareil, ce sont des statistiques, euh, c'est pas vérifié à 100%, ici c'est une chance sur deux. Par contre, c'est une chance sur deux de faire 2 fois plus de gains que de pertes. Et si on applique cette stratégie sur les 74 trades, si vous avez fait de manière systématique cette stratégie, vous avez eu 100% de gains pour un maximum de 20% de pertes. Donc, croisement moyenne mobile 20 jours, 50 jours sur Ricard est une stratégie qui tient la route. Vous pouvez tester d'autres stratégies si vous souhaitez. Vous avez ici l'ensemble des statistiques sur les stratégies. Le point suivant, c'est l'analyse graphique, donc avec les cockpits, l'analyse classique et l'Ishimoku. Alors, sur les cockpits, on va aller ici sur la partie cockpit. On va rentrer tout simplement le nom de l'action. Donc, je vais prendre l'action Ricard. Le cockpit vous donne une vision vraiment de long terme de l'évolution statistique du cours. En rouge, vous avez la droite de régression, c'est-à-dire la moyenne statistique des cours, pour faire simple. Et puis en bleu, vous avez l'évolution réelle des cours. Donc on voit actuellement qu'on est en zone de perdition, moins 3,6 écarts type. C'est jamais arrivé chez chez Ricard. Donc, alors, deux possibilités. Soit c'est une action qui va continuer à s'enfoncer et on va dire qui est à risque au niveau des fondamentaux. Si c'est pas le cas, donc il y a un potentiel qui est énorme de redressement, puisque vous avez actuellement un cours qui est 60% en dessous de sa valeur théorique qui se situerait autour de 193 euros. Donc ça peut être, entre guillemets, l'affaire du siècle de rentrer aujourd'hui sur Pernod Ricard si on pense que dans un horizon raisonnable, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou même 5 ans, on va retourner sur un cours qui correspond à un cours statistique de l'action. L'autre aspect, c'est l'analyse graphique. Alors sur l'analyse graphique, j'utilise deux types d'analyse. L'analyse avec l'indicateur Ishimoku, puisqu'il permet de voir très rapidement des indicateurs comme des valeurs moyennes projetées, comme ici le nuage. D'avoir également des points de référence qui sont la Kijun et la Tenkan. Donc là aussi, pour la partie Shimoku, dans la partie tutoriel, j'ai fait un tutoriel, on va dire, de découverte niveau débutant pour vous expliquer un petit peu à quoi correspond Ishimoku et comment on peut l'utiliser. Par exemple, ici, Ishimoku, on voit ici que par rapport à la ligne en bleu, qui correspond donc à la Tenkan, eh bien, tant qu'on n'est pas passé au-dessus et validé au-dessus, on n'a potentiellement pas encore un retournement. Ensuite, le retournement sera confirmé lorsqu'on aura franchi à la hausse la Kijun-sen, qui est une sorte de moyenne, un calcul de moyenne sur une période de temps un peu plus importante. Donc la droite en rouge ici, elle est un peu plus lente que la droite bleue à ce niveau-là. C'est le principe des moyennes mobiles, hein, sachant que le calcul est un peu différent des moyennes mobiles, mais on peut les interpréter comme ça. Donc le passage au-dessus, ici, de la Tenkan, c'est un potentiel signal. Ensuite, on a la zone d'équilibre qui va déterminer effectivement si on est toujours en tendance négative, ou si on franchit ici le nuage par le haut, on passe en tendance positive. L'avantage de l'analyse ici, Ishimoku, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs unités de temps
la logique reste la même. Vous voyez, par exemple, si je passe en weekly, je vois par exemple que les valeurs de nuages sont différentes, puisque les calculs ne sont plus faits sur les unités de temps quotidiennes, mais weekly. Mais on voit globalement qu'en daily, on est négatif, et en weekly, on est également négatif. Si on regarde Pernod Ricard, cette fois-ci en monthly, on voit qu'on est également très fortement négatif. Donc il faudrait attendre un premier retournement sur du daily avant de voir un retournement weekly et ensuite monthly. À titre d'information, on peut voir aussi l'intérêt de l'Ishimoku, c'est que vous voyez que les cours n'arrivent pas à franchir ici la Tenkan. Ici, on a tenté de franchir la Tenkan, mais on a clôturé derrière, juste en dessous. Donc un franchissement au niveau mensuel de la Tenkan, je pense que ça va rejoindre, et on risque d'avoir une confirmation de l'un et de l'autre sur le Freeline Break, confirmerait un début de retournement de tendance, par exemple, sur la partie mensuelle. Donc si on combine tous ces outils avec ce que j'appelle l'analyse classique, c'est tout simplement d'utiliser donc une analyse avec notamment la détection des supports et des résistances, afin également, pourquoi pas, d'avoir une confirmation par rapport à Ishimoku, une analyse classique, des zones sur lesquelles il pourrait être intéressant de renforcer, ou potentiellement une zone de support majeur sur lesquelles peut-être que les acheteurs vont renverser la tendance et être plus nombreux que les vendeurs. Ça peut être également utilisé pour du swing trading. Et enfin, sur la partie opportunité de trading, puisque les portefeuilles, même s'ils ont vocation à être construits pour le long terme, on peut s'autoriser à faire du swing trading. Dans ce cas, soit par rapport effectivement à des éléments qu'on a évoqués un petit peu plus haut, comme le croisement des moyennes mobiles, le three-line break, l'Ishimoku. Mais j'ai quand même une préférence, on va dire, sur du swing trading, sur des sociétés qui ont de très bons fondamentaux. Donc là, je suis pas du tout dans la logique, on va dire, du trading où on va faire 100% d'analyse graphique indépendamment des fondamentaux de l'entreprise. En tout cas, si on le fait, il faut absolument mettre des stop-loss pour sécuriser le niveau de risque que l'on va prendre et ne pas se retrouver, entre guillemets, scotché avec des valeurs qui ont de très mauvais fondamentaux et qui plombent le portefeuille. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.